Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes au chalet du Mont d'Arbois, le restaurant 1920, un endroit mythique, quelque part le PLM du ski. On entre au Mont d'Arbois comme on prend l'Orient Express, forcément ces odeurs, ces histoires, bien sûr un peu sépia, l'histoire des Alpes qui ont été créées ici, l'histoire alpine de ces personnages qui ont été très courageux et qui ont à un moment décidé de faire de ces destinations des endroits connus dans le monde entier. Julien Gatillon est venu ici en apprentissage, il avait à peine 16 ans, il a voulu découvrir cet endroit, cette écriture, des grands plats issus de la gastronomie française. Après, bien sûr, c'est finalement l'histoire de tous ces jeunes chefs français. Il faut aller faire ses armes ailleurs. Il est parti travailler à Québec, il est allé travailler à l'hôtel Meurice à Paris et bien sûr dans l'un des plus beaux hôtels de Suisse, Crissier. On pense bien entendu à M. Rochat qui l'a formé. C'est aussi des grands noms de la gastronomie alpine. Je pense que cet amour du produit, cet amour de la maison, le respect de l'histoire Rothschild, voilà les ingrédients qu'ont fait revenir Julien, qui l'ont fait choisir aux destinées de ces cuisines assez formidables, le restaurant, le 1920. Quel bel endroit, 1920, ça a été un peu l'histoire de ces lieux. Toi, tu as 30 ans, tu es jeune. Quand tu as entendu gamin le mot Rothschild, ça évoquait quoi? Bah, moi, j'ai eu la chance de venir à 16 ans ici. J'ai découvert la maison en 2002, donc à 16 ans, où l'école hôtelière m'a envoyé ici en tant que stagiaire. Et alors, raconte-moi, quand tu es arrivé là, voilà, tu es prêt en stage chez Rothschild. Ouais, c'est ça. Bah, on s'imagine. Ça fait quoi? Ça fait quelque chose, mais je ne m'imaginais pas de la grandeur de tout ça. Enfin, c'est sublime. On voit ta cuisine actuellement avec ces plats magnifiques. On s'aperçoit qu'il y a des montages de plats. Tu as vraiment travaillé toutes tes recettes, également dans la dimension de matière et dans la dimension visuelle. Ouais. Bah, on part du produit et le produit, après, on veut pas le dénaturer, on veut garder vraiment le goût des choses. Et du coup, après, on construit le plat. On construit On construit, oui, parce que c'est vrai qu'on vient poser élément par élément. Et pour que visuellement, c'est vrai que c'est important à l'heure actuelle. Et puis nous, on se fait plaisir à essayer de faire des belles choses. Et que le client, quand il reçoit l'assiette à table, il se dise waouh, quoi. Quand tu as décroché 7 étoiles au Michelin, qui t'a téléphoné, comment ont-ils vécu? C'est la première fois qu'il y avait une étoile sur un plateau. On a eu un appel de Madame Caspar le vendredi. La conférence de presse était le lundi. Donc le vendredi soir, on a eu un coup de fil pendant le service à la réception. La réception a appelé en me disant il y a quelqu'un pour vous. J'ai dit bah, moi j'ai pas le temps, je suis en service. Du coup, ils ont pris le numéro, et le message que j'avais c'était qu'il fallait que je rappelle absolument ce soir, enfin le soir même. Donc du coup j'ai appelé le soir à la fin du service à 23h, 23h30 et donc Madame Caspar était au téléphone en me disant il faudrait que vous montiez lundi à Paris, on vous donne une étoile. Alors? C'est une superbe récompense. Enfin, on n'a même pas forcément de mots dans le sens où... Tu t'es dit yes, ça y est, ou tu t'es dit... Moi, je l'attendais. Au fond de moi, c'est clair que je voulais qu'on soit reconnu pour que ça nous apporte de la visibilité, que les équipes soient récompensées, ça aide au recrutement, ça nous aide à stabiliser les choses. C'est très important. Et puis, c'est des récompenses dans une vie. Enfin, moi, je sais que voilà, c'est superbe. Tu n'es pas n'importe où, tu es à Megève. À Megève, qui fait partie des 27 communes françaises où il y a 3 étoiles avec Emmanuel Renaud. Est-ce que ça change? Est-ce que ça te galvanise? Est-ce que faire partie de ces rares destinations françaises où il y a 3 étoiles, ça te donne l'envie de te dépasser un peu plus? Oui, ça nous donne l'envie d'avancer encore. Et puis c'est bien qu'il y ait d'autres étoilés parce que les gens, ils vont chez M. Renaud, ils vont à l'Alpaga, ils viennent chez nous. C'est bien parce qu'il y a des gastronomes vraiment, aussi bien touristes que gens du coin. Les locaux, c'est important aussi de les soigner. Enfin, nous, on essaye de soigner vraiment tout le monde, quoi. C'est pas juste aux fêtes de fin d'année qu'il faut être bon, quoi. C'est tout au long de l'année. On a l'impression que tu es vraiment au service de cette famille, que tu as envie de bien faire. Ouais, bah ouais, parce qu'ils nous donnent les moyens de bien faire.
Donc du coup, à nous de faire ce qu'il faut. Tant d'histoires, tant de symboles, tant de mythes autour de ce nom qui fait rêver, hein, le nom Rothschild connu dans le monde entier. Mais c'est aussi l'histoire d'une famille très empreinte de l'histoire de ces Alpes, bien sûr de ce lieu, hein, Benjamin de Rothschild l'a connu, cette montagne, ce mont d'Arbois, cet hôtel mythique. Moi j'aurais adoré connaître gamin ces moniteurs qui amenaient leurs clients. Ils partaient déjà à l'époque en peau de phoque, ils faisaient du sport ici dans cette montagne des années 30-40 et bien sûr ils se retrouvaient dans les salons du mont d'Arbois pour le grand bal. C'était la grande époque de Megève. Ariane de Rothschild, on est très heureux de vous rencontrer. Merci. Ce chalet du Mont d'Arbois, il fêtera ses 100 ans dans pas longtemps, hein, le fameux 1920. Oui, incroyable. Quelle histoire! C'est vrai que ce chalet du Mont d'Arbois, c'est un peu la grande histoire du tourisme. C'est vrai que voilà, 100 ans, c'est quand même pas rien. Quand on rentre, on sent ces ambiances très feutrées. Ça vous tient à cœur cet endroit aussi? Je trouve que c'est un grand luxe de pouvoir avoir un chalet qui est comme une maison et en fait est un hôtel. Et c'est ça que je trouvais très joli parce que moi qui voyage beaucoup, tout le temps, moi c'est ce que je recherche. C'est-à-dire dans les hôtels, c'est vrai qu'en général, je vais dans des plus petits hôtels, voire confidentiels. Voire familiaux parce que quand vous voyagez tout le temps, vous avez envie de vous retrouver dans une ambiance familiale. Alors là, dans 2 ans, pour la première fois dans l'histoire des Alpes, il y aura un hôtel Four Seasons que vous construisez et que Four Seasons va gérer pour vous en fait. Oui. Alors pourquoi Four Seasons, pourquoi ce choix-là et quelle est leur mission? Alors ce que je trouvais très intéressant, il y avait plusieurs enjeux. Ce qui est intéressant, c'est de s'allier avec un groupe hôtelier parce qu'ils ont quand même la capacité de fédérer des gens du monde entier, ce qui est beaucoup plus difficile quand vous gérez un hôtel seul. Donc c'est vrai, les groupes hôteliers au sens large vous amènent un certain type de clientèle du monde entier. Donc je trouvais que c'est très intéressant pour Megève. Deuxièmement, ils ont quand même une qualité de service et un niveau de service et de continuité dans leur service qui est qui je pense est un vrai plus. Et ce qui était intéressant pour nous, c'était aussi de pouvoir travailler les effets saisonniers. Je trouve que c'est dommage qu'on ne profite pas et qu'on ne valorise pas assez Megève l'été. Alors parlez-moi de Julien. Julien, votre chef. Julien, il a travaillé dans des grands palaces et c'est un talent maison qui fait ses armes, qui a donc récolté cette très belle récompense, une première étoile. Vous avez donné cette chance pour Julien, c'est incroyable de développer cette maison. Il est jeune, Julien. Et puis voilà, ça sera le chef de Four Seasons. Vous aurez pu aussi choisir de faire signer votre carte par n'importe quel chef international. Non, vous avez cru en ce talent-là. Non, mais moi, vous le savez très bien, dans la famille, on aime bien prendre des gens jeunes, leur donner la chance de pouvoir grimper. Donc, je trouve plus intéressant pour nous et c'est beaucoup plus aligné avec ce qu'on fait. On le fait beaucoup aussi avec les artisans d'art. De jeunes, leur donner l'opportunité de faire émerger leur talent. Donc, c'est vrai qu'il faut les accompagner, puis après, les laisser... Non, mais c'est vrai, c'est important. Alors, création. On voit actuellement les plats de Julien, de véritables créations, des œuvres d'art dans l'assiette. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout de l'excellence ou de temps en temps vous lui dites pas trop quand même, il faut que ça reste accessible? Alors c'est ce mélange effectivement, mais je pense dans la cuisine en général, la cuisine française, c'est de trouver un bon équilibre entre une cuisine beaucoup plus esthétique, simple et épurée, qui je pense d'ailleurs est plus compliquée qu'elle n'était, et garder quand même des plats de cuisine française traditionnelle, parce que c'est vrai que chez nous, on y tient beaucoup. En plus, il y a cette magnifique voiture de tranche qui est au milieu de la salle. On retrouve l'ambiance un peu aussi rôtisserie dans d'autres établissements de la famille Rothschild. Ces grandes rôtissoirs, ces odeurs, c'est très convivial tout ça. Très famille. C'est toujours pareil, faire des vrais plats traditionnels français, c'est quand même difficile. Qu'est-ce que c'est être reçu par les Rothschild? Ça peut faire peur aussi ce mot-là. C'est une très grande chaleur humaine et ce mélange d'histoire qui effectivement peut intimider. Mais je pense que ce qui déstabilise beaucoup les gens, c'est l'accessibilité, la facilité d'approche et la simplicité.
Que voulez-vous laisser comme trace après votre travail? Vous êtes présidente du groupe aujourd'hui. C'est une question très difficile. Je n'y ai jamais pensé, pour vous dire la vérité. C'est vrai que la caractéristique de cette famille, c'est de s'inscrire dans le très long terme. Donc effectivement, je travaille sur des projets tout le temps, enfin très longs, qui s'inscrivent dans des horizons entre 10 et 25 ans. Par contre, quand vous traitez des projets à 25 ans, je pense que vous n'avez pas de place dedans. Et je pense que le domaine de la création est infini. Donc, que ce soit dans l'hôtellerie, dans la cuisine, on peut toujours se réinventer, toujours faire mieux, et toujours différemment. Donc, c'est tout le temps mouvant. Serez-vous à Megève pour Noël? Ah oui, oui. Et à Noël, c'est forcément à Megève? Oui. Pourquoi? Forcément. Vous savez, parce que maintenant, on est passé dans la phase supérieure, donc c'est mes filles qui me disent qu'ils ne me laissent pas le choix que de devoir aller à Megève. Donc je suis contente parce que j'ai réussi ça. C'est qu'elles ont un attachement, mais viscéral, à Noël à Megève. Et puis après, moi, j'aime beaucoup aller voir après les équipes, etc. Donc ça, c'est les moments où je passe plus de temps avec eux. J'aime pas que je dise ça, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu une âme de pâtissier dans sa cuisine. Il y a de l'assemblage, il n'y a jamais plus de 3-4 saveurs, il y a des couleurs, hein. Ses plats sont très visuels, on sent bien qu'il a maturé ses plats, qu'il y a très clairement une histoire, une architecture, hein. Il y a un peu une construction de tout cela. Le goût, bien sûr, est important, mais voilà. Il y a la conception, il le dit souvent, la conception de plats est quelque chose qu'il a dû très certainement maturer. C'est quelqu'un de très mental, de très réfléchi, une cuisine de cœur, mais qui rencontre aussi sa réflexion d'un jeune chef qui s'adapte à une histoire, l'histoire Rothschild. C'est parti la recette, chef? Ouais. Alors, on commence comment? Eh bien, on va commencer avec la pomme de terre. Ouais. Dans un premier temps, on va la tailler. Donc pour un côté esthétique, on la taille en lamelles. En porte-pièce. Donc là, on l'emporte-pièce, donc classique. Donc, on lui donne une forme un peu en forme de goutte. Ouais. Après, on la reprend un peu au couteau pour enlever l'excédent. Et puis, tu tailles les bords. Voilà, exactement. On taille les bords et après, on va la faire confire au beurre. Combien de temps? Un quart d'heure, 20 minutes. Mais sur le coin du fourneau. Si ça bout à ébullition, le beurre va brûler et puis voilà. Suite à ça, les escargots, donc c'est les escargots de Maglan, de chez Pommel, de notre producteur. qu'on reçoit déjà en conserve. Ah, ils sont déjà cuits? Ils sont déjà cuits, exactement. On gagne du temps là. Ouais, on gagne du temps et puis par contre, on ne perd pas de la qualité. Donc là, on démarre. Donc les escargots, on les met dans un beurre tout doucement. Ouais. On va quand même les assaisonner, dans le sens où ils sont quand même cuits au courbouillon, donc il y a déjà l'assaisonnement qu'il faut. Voilà. Bien sûr, quand on va à Maglan, les escargots Pommel, c'est l'un des rares produits qui a vraiment eu le label des chefs du pays du Mont-Blanc. Il y a une histoire de tradition, il y a aussi le respect d'un grand classique français, les escargots, vous le savez bien, les Anglais ne comprendront jamais pourquoi on mange les escargots, moi je sais pourquoi, parce qu'ils ont du goût, parce qu'ils sont très simplement cuisinés, on aurait pu presque ouvrir le bocal et les déguster comme ça. Donc là, nous sommes dans la salle de reproduction. On fait pondre les escargots dans les petits bacs qu'on va mettre dessous, là. Donc c'est les bacs de terre. Après, on récupère les œufs. On met les œufs avec de la chaleur, l'humidité. Et au bout de 15 jours, on a les petits. Donc j'arrive à faire à peu près 450 000 escargots pour moi. Et j'en vends aussi à d'autres éleveurs qui font uniquement l'engraissement. Il y a plusieurs races d'escargots. Donc ça, c'est du gros gris. On a le petit gris, on a le bourgogne. Ce qui différencie l'escargot, c'est le manteau. Le petit gris, il aura la même couleur de coquille. Il sera plus petit, mais le manteau, il sera blanc. Là, le manteau est noir. Hein, le manteau, c'est entre la chair et la coquille. Voilà. Ça occupe toute l'année, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un travail quotidien. Ouais. Entre les livraisons, les préparations, ouais, il y a beaucoup de travail. Et on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a avant. L'escargot, on le touche 3 fois. On le ramasse,
On le décoquille et puis après on le travaille en beurré ou en bocaux. Je travaille à 80-90% avec les restaurateurs, oui. J'ai commencé avec eux au départ et après le bouche à oreille a fait que maintenant je suis obligé de travailler avec eux, quoi. D'ailleurs, j'aurais pas de quoi fournir la vente en direct. Ça fait plaisir, c'est sûr, hein. Bon, on fait tout pour ça. Le produit est vraiment bien travaillé, c'est clair qu'on a une chair déjà au départ qui a que 5 mois. Donc ça fait un escargot très tendre. C'est ce qui intéresse les grands chefs. Et après, un bon courbouillon fait maison. Voilà. Donc ça fait un produit top, c'est clair. Je ne changerai pas, je ne changerai rien du tout. Il est pudique, Julien, il n'aime pas trop se livrer, mais c'est sûr que quand on va dans sa Nièvre natale, on ressent bien sûr les plats que sa grand-mère lui faisait, ses escargots, on imagine la cuisine avec toutes ces grandes côtes-côtes qui devaient comme ça bouillir avec voilà, le bouillon pour faire les escargots, pourquoi pas ce beurre pommade, tous ces ingrédients qui ont fait tous les aromatiques de ce chef, toutes ces matières qu'il a voulu travailler. Et je pense que ce sont aussi des ingrédients qu'il a voulu amener ici dans cette cuisine de montagne. Bien sûr qu'on est dans les Alpes, bien sûr que l'on est avec cet univers montagnard, mais ici on ne mange pas des tartiflettes, on ne mange pas des fondus, c'est de grands plats français, de grands classiques français et on vient se régaler surtout. On assemble la recette, on te suit chef? Exactement. On récupère les pommes de terre, donc qu'on a confit au beurre et juste maintenu en température. Voilà, tout va se jouer presque à la seconde. Exactement. Le problème, c'est qu'un ormeau trop cuit, ça va être caoutchouteux. Un escargot, c'est plus ou moins la même chose. Donc, tu veux garder l'onctuosité, ça c'est exactement, le plus important. Voilà, ouais. Alors du caviar. Pourquoi du caviar? Parce que je trouve que ça se marie… Terre-mer. Ouais, terre-mer, et puis surtout, ça se marie très très bien avec les ormeaux. Ça se marie plus avec les ormeaux qu'avec les escargots. C'est cette note d'iode, forcément, cette note un petit peu ambrée qu'on peut retrouver sur du caviar. C'est ça. Et évidemment aussi le beurre qui va donner l'opulence exactement. De ce caviar. Donc là, on termine en remettant les toasts. Donc après, il y a le côté visuel, c'est sûr qui est important. Il y a le côté volume. Il y a le côté volume. Le côté volume. Ça, on comprend bien. Hein. Voilà. On rajoute 2-3 petits croustillants en rappelant la pomme de terre. Quel travail! Un coulis de persil. Il y a quoi dedans? C'est vraiment que du persil. C'est une chlorophylle de persil. Ah oui, note très verte. Hein. Exactement. Qu'est-ce que tu vas rechercher avec cette note verte justement? Pour qu'on retrouve entre guillemets la persillade, quoi. Le persil qu'on retrouve dans les escargots, là on le retrouve en coulis. Et on le ramène aussi avec des petits chips de persil. C'est quand même incroyable de voir que chaque élément est en superposition d'un élément que tu as cuit tout à l'heure. Ouais, c'est sûr. Après, il faut rendre le côté visuel aussi attractif. Et puis le client qui reçoit ça, il déguste en premier avec les yeux. Dans le sens où il voit et… en fait, tu lui donnes presque le mode d'emploi. Le but, il est que le mélange des saveurs se fasse en goûtant un peu tout. Mais avant tout, dans les goûts, il faut qu'il y ait de la cohérence. Et là, on reste sur 4-5 goûts qui sont bien prononcés, mais c'est tout. Pendant longtemps, on aurait pu croire que cette étoile avait déjà été inscrite au palmarès de cet établissement depuis très longtemps. Mais je pense qu'il a fallu attendre le temps qu'un jeune chef comme lui respecte tout cet endroit, respecte l'histoire des lieux. Voilà, valorise ces armoiries, tout ce qu'on peut retrouver dans cet endroit. Je pense que c'était tout à fait logique que quelques années passent pour que Julien puisse finalement réécrire l'histoire. C'est ça, tout l'âme de ces cuisiniers et c'est le respect quelque part de notre histoire. Allez chef, on déguste. On va déguster avant que ça refroidisse trop. Bon. Ça t'arrive parfois comme ça de déjeuner ou dîner Très très rarement, mais même jamais quoi. Jamais, on va dire, c'est vrai. Il faudrait qu'on vienne de temps en temps avec Olivier, le directeur de salle, pour pouvoir voir vraiment les ambiances. Voilà, un service complet de l'autre côté, quoi. Parce que c'est important pour se remettre en question. Ouais. Allez, un petit peu de challenge. On garde l'autre pour le plus gourmand. Allez, on va se battre alors. Alors, on va goûter. Bon. On commence comment?
Eh ben, on commence comme on veut, dans le sens où c'est vrai que les éléments sont assemblés, mais le but, c'est quand même de mélanger... J'ai bien envie de commencer par l'ormeau. Par l'ormeau, ouais. Allez. Donc ça reste juste vraiment, snacké. Vraiment tendre, exactement. Ouais. Alors, l'escargot de Monsieur Pommel. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une texture pas très lointaine de l'ormeau. Mais la persillade là fait encore un autre effet. Ça, c'est très très bien. Julien, tu as été le premier à servir cette maison, en l'occurrence ce restaurant le 1920, et à amener une étoile Michelin. D'ailleurs, quand on regarde ce livre magnifique, évidemment on pense à Edmond de Rothschild, qui est un personnage tellement important pour Megève. Il écrivait « La région lyonnaise s'étend jusqu'ici et doit être considérée comme le plus haut lieu de la gastronomie. Maintenant, il y a plus de restaurants étoilés, tu en fais partie, en Savoie-Mont-Blanc qu'à Lyon. Ouais. Tu vois un peu l'évolution depuis 1987. C'est ça, et puis ça doit être... ça a été créé en 1987. Ouais. Le rapport s'est complètement inversé. C'est ça. Il y a de plus en plus de tables gourmandes, et puis après c'est la régularité qui joue aussi. Mais c'est parce qu'il y a de plus en plus de gastronomes dans le coin aussi. Les gens se font plaisir à venir ici, à venir partout dans les maisons qui font du bon boulot et surtout qui utilisent de bons produits. En préparant cette émission, j'ai rencontré ton chef, Emmanuel Orclois, et il m'a dit « Julien va réussir parce que c'est quelqu'un qui a du cran ». On n'a rien sans rien. Mon papa m'a dit c'est quand on est jeune qu'il faut vraiment taper dedans, qu'il faut travailler. Donc du coup, maintenant il me dit de me calmer un peu. Bon, je suis encore jeune, hein, je viens juste d'avoir 30 ans. Mais voilà, c'est vrai que puis j'ai été formé par des très très bonnes personnes vraiment qui apportent cette chose simple, mais simplement l'envie, quoi. Et puis se donner des objectifs, tout simplement. Et toi, quel est le plaisir que tu as à faire ce métier? Tu as travaillé dans des très grandes maisons, toujours encore aujourd'hui. Tu as beaucoup de talent. Qu'est-ce qui te fait avancer? C'est une passion avant tout, ouais. Et puis je suis gourmand aussi, et puis ça part aussi de la famille, parce que moi, mes grands-mères, elles ont à cuisiner à l'ancienne, vraiment dans une cuisinière au bois. Les escargots. Moi, je viens du Poitou, on appelle ça les lumas chez nous. Ouais. Alors là, ça vient pas du Poitou, ça vient de Monsieur Pommel, mais par contre, moi, je me rappelle... Elle les faisait comment, ces escargots? C'était à l'ancienne, c'était au courbouillon. Quand tu cuisines, vraiment, parfois, tu repenses à ces éléments d'enfance. Sur certains produits, oui. Il y a des odeurs qui te reviennent. La lotte à l'américaine, c'est des choses où quand on reçoit de la lotte ici, que ce soit pour les menus du jour, mais c'est vrai. Ah, c'est chouette. Et puis des odeurs de cuisson? Des odeurs, oui, exactement. C'est ce qui te pousse aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Et puis c'est aussi une envie de bien faire, tout simplement. Une envie de partage aussi, parce que je suis entouré avec une équipe, que ce soit en salle et en cuisine, faut qu'on fasse qu'un, quoi. Faut que tout le monde aille dans le même sens. Le but, il est là. Le but, il est de faire de la qualité et de faire les choses bien. Madame de Rothschild, Ariane, la baronne Ariane, a choisi et a accepté de faire cette interview pour toi. C'est une grande chance, et puis nous, elle nous suit de très près, et c'est important d'avoir une femme comme ça qui est derrière nous et qui nous donne les moyens d'avancer. À partir du moment où nous, on fait les choses bien et qu'on est là au quotidien, et on la remercie assez régulièrement. Belle histoire. Merci beaucoup.